Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi donne le coup d'envoi de la 5e édition de la Semaine de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit. L'Égypte salue la signature par le gouvernement de la République du Congo démocratique et le mouvement du 23 mars de l'accord cadre de Doha pour la paix. Les camions d'aide humanitaire du convoi Z de la ESA provenant d'Égypte ont repris leur entrée dans la bande de Gaza. Le président Abdel Fattah el-Sisi, président de l'Union africaine pour le dossier de la reconstruction et le développement post-conflit, a donné le coup d'envoi de la 5e édition de la Semaine de l'Union africaine pour la sensibilisation sur la reconstruction et le développement post-conflit. Le chef de l'État a déclaré qu'il est indispensable de renforcer la solidarité entre les pays africains, développer les institutions et soutenir la propriété nationale pour les solutions. Le président Sisi a loué les efforts du commissariat de l'Union africaine dans la reconstruction du continent et du centre de l'Union africaine pour la reconstruction post-conflit. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a assisté à la phase principale du projet tactique exécuté par une des unités de la zone occidentale militaire en utilisant des tirs réels. La phase principale du projet comprend la gestion des travaux du combat pour pénétrer les fronts de défense de l'ennemi avec l'aide des forces aériennes qui ont exécuté des vols de reconnaissance, de sécurisation et d'aide. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a assisté aujourd'hui à la 2e édition du salon AIDC 2025 pour l'intelligence artificielle, les centres de données et l'information en nuage. Dans son discours, Abdelghati a souligné l'importance de l'intelligence artificielle et les opportunités qu'elle offre pour renforcer le développement durable, améliorer les services publics et stimuler l'innovation dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture et l'administration publique. Il a insisté sur le fait que l'IA peut contribuer à une transformation économique et sociale répondant aux aspirations de la population. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a eu des appels téléphoniques avec son homologue iranien, Abbas Araghchi, et le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Mariano Grossi. Des appels qui ont porté sur le dernier développement du dossier nucléaire iranien s'inscrivent dans le cadre des efforts que déploie l'Égypte pour baisser la tension, renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Des appels téléphoniques ont également porté sur la coopération en cours entre Téhéran et l'AEA dans ce dossier crucial. Abdelghati a affirmé l'importance des efforts visant à restaurer la confiance, à reprendre le dialogue pour aboutir à un accord global sur le dossier nucléaire iranien, un accord qui respecte les intérêts de toutes les parties et qui contribue à restaurer la paix et la stabilité dans la région. L'Égypte a salué la signature par le gouvernement de la République du Congo et démocratique et le mouvement du 23 mars de l'accord cadre de Doha pour la paix, y voyant une étape importante vers la restauration de la sécurité et de la stabilité dans l'est du Congo. Le ministère des Affaires étrangères a salué le rôle diplomatique constructif que jouent les partenaires régionaux et internationaux pour faciliter ce processus, ainsi que l'élan essentiel donné par l'accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo à Washington en juin 2025 et par la déclaration de principe de Doha signée en juillet 2025 qui ont conduit à l'accord actuel. Les ministères des Affaires étrangères ont aussi salué la participation des partenaires régionaux internationaux, en particulier les États-Unis. L'Égypte avait réaffirmé son plein soutien aux efforts visant à consolider la sécurité et la stabilité dans la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs.
Passons aux territoires occupés où les forces de l'occupation israélienne ont démoli des bâtiments résidentiels. Les camions d'aide humanitaire faisant part du convoi Zed el-Aïza provenant de l'Égypte ont repris leur entrée dans la bande de Gaza par la porte secondaire du point de passage de Rafah. Le convoi transportait des produits alimentaires, des carburants, des fournitures médicales et des médicaments dans le but d'assurer les besoins palestiniens à Gaza et de soulager leurs souffrances. Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononcera demain sur un projet de résolution américaine endossant le plan de Donald Trump sur Gaza, selon des sources diplomatiques. Le projet de texte, plusieurs fois modifié, prévoit notamment de donner un mandat jusqu'à la fin décembre 2027 à un comité de la paix censé être présidé par Donald Trump et d'autoriser le déploiement d'une force de stabilisation internationale. Les États-Unis ont mis la pression pour convaincre de la nécessité d'adopter leur projet de résolution endossant le plan de paix de Donald Trump pour Gaza, qui sera mis au vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Liban a annoncé déposer plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU en raison de la construction d'un mur dans le sud du Liban par Israël, dont avait fait état la veille la force intérimaire des Nations Unies, la FINUL. Israël a rejeté les accusations de la FINUL parlant de renforcement de la barrière physique le long de la ligne de démarcation avec son voisin du Nord. Le bureau du président libanais, Joseph Aoun, a indiqué qu'il avait ordonné de déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies contre Israël pour avoir construit un mur en béton à la frontière sud du Liban en dépassant la ligne bleue qui marque la frontière entre les deux pays. Depuis le début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, l'armée de l'occupation israélienne a mis en œuvre une série de mesures, notamment le renforcement de la barrière physique le long de la frontière nord. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a qualifié le bain de sang perpétré dans la ville soudanaise El-Fasher de Taché sur le bilan de la communauté internationale qui s'est montrée incapable d'enrayer les violences. Turc, qui s'exprimait à l'ouverture d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme, convoqué d'urgence pour examiner la situation des droits de l'homme à El-Fasher, a également prévenu les auteurs d'exactions qu'il était sous surveillance. Le Soudan est ensanglanté depuis 2 ans et demi par une lutte pour le pouvoir opposant l'armée du général Abdel Fattah el-Burhan au FSR de son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Ces combats ont fait des milliers de morts, forcé le déplacement de 12 millions de personnes et plongé le pays dans la plus grande crise humanitaire au monde selon l'ONU. Sur le terrain, une personne a été tuée et 4 autres blessés lorsqu'un drone a bombardé une station pétrolière avec 4 projectiles dans la ville de Gabaline, dans la province du Blanc, dans le sud du Soudan, alors que l'attaque est imputée aux forces de soutien rapide de FSR. Entre-temps, un responsable militaire à l'armée soudanaise a déclaré que l'armée a repris le contrôle de l'un des villages de la région de Kaskil dans l'état Kordofan du Nord. Le général Abdel Fattah el-Burhan, le président du Conseil souverain soudanais, avait annoncé la mobilisation publique, appelant le peuple soudanais à porter l'arme pour lutter contre les rebelles. Le Croissant Rouge libyen a confirmé la mort d'au moins 4 personnes après le naufrage de 2 bateaux transportant 95 migrants clandestins au large des côtes libyennes. Selon le Croissant Rouge libyen, le premier bateau transportant 26 migrants du Bangladesh, dont 4 sont morts. Il a ajouté que le deuxième bateau transportait 69 migrants sans préciser leur sort. Les gardiens de la révolution iranienne ont confirmé hier avoir saisi dans les eaux du Golfe un pétrolier qui avait changé soudainement de cap vendredi dans le détroit d'Ormuz pour se diriger vers les eaux territoriaux. Ils ont affirmé que le pétrolier était en infraction pour avoir transporté une cargaison non autorisée. Les gardiens ont précisé que le pétrolier transportait 30 000 tonnes de produits pétrochimiques. Il se dirigeait vers Singapour. Il a été conduit ce matin à un mouillage. L'agence locale iranienne Fars a écarté le fait que cette saisie soit une mesure de rétorsion vis-à-vis de notre pays.
La cargaison saisie comprenait des produits pétrochimiques iraniens transportés illégalement vers Singapour et le principal responsable était un individu ou une entreprise iranienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé hier son appel aux partenaires de l'Ukraine pour obtenir davantage de systèmes de défense aérienne au lendemain des frappes russes qui ont fait 7 morts à Kiev. Cet appel survient alors que les autorités ont revu à la hausse le bilan de frappes russes qui ont touché des immeubles d'habitation vendredi à Kiev après le décès d'une dame âgée qui avait été admise à l'hôpital. L'armée ukrainienne a également annoncé hier avoir attaqué une raffinerie russe dans la région de Ryazan, près de Moscou, dans le cadre des efforts visant à réduire la capacité de l'ennemi à lancer des missiles et des bombes. Le gouverneur russe de Ryazan a lui déclaré que la défense aérienne russe avait abattu 25 drones ukrainiens au-dessus de la région pendant la nuit. Le ministre serbe de l'énergie a annoncé que le gouvernement américain insiste sur le retrait des compagnies russes de la société pétrolière serbe NIS et maintient des sanctions que la vise depuis le 9 octobre dans le cadre des sanctions plus vastes contre le secteur énergétique russe face au refus de la Russie de mettre fin à la guerre en Ukraine. Le ministre serbe a expliqué que le gouvernement américain avait refusé une requête des avocats de NIS pour réclamer la levée des sanctions en échange d'un accord sur un changement de gestion au sein de la compagnie pétrolière cruciale pour l'économie locale. La ministre serbe a ajouté que son pays devra prendre à cet égard dans les prochains jours des décisions difficiles, rappelant que la Serbie avait cédé en 2009 des parts majoritaires dans NIS au géant russe Gazprom Nefti. Dans une ambiance de fête, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché hier à Belém pour faire pression sur les négociateurs de la COP 30 réunis dans cette ville d'Amazonie brésilienne et réclamer des actions urgentes contre le réchauffement climatique. Plus de détails dans ce commentaire. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché samedi à Belém pour faire pression sur les négociateurs de la COP30 réunis dans cette ville d'Amazonie brésilienne et réclamer des actions urgentes contre le réchauffement climatique. La société civile a voulu de faire entendre à mi-parcours de la conférence de l'ONU sur le climat ouverte lundi. Entre chants et danses, la marche mondiale pour le climat a traversé la dense ville de 1,4 million d'habitants sur environ 4,5 km. La manifestation qui, selon les organisateurs, a rassemblé 50 000 personnes s'est terminée dans le calme à quelques pâtés de maisons du site de la COP30, protégés par des dizaines de militaires et des barrières parfois surmontées de barbelés. Pour la première fois depuis la COP26 à Glasgow, en 2021, la société civile mondiale a pu s'exprimer sans crainte d'arrestation arbitraire. Les 3 dernières conférences climatiques de l'ONU se sont déroulées dans des pays, Égypte, Émirats arabes unis et Azerbaïdjan, où aucune ONG ne jugeait sûre de manifester en dehors du site de la conférence, qui est protégé et régi par les Nations unies. Dans le sillage du président brésilien, sa ministre de l'Environnement a d'ailleurs souhaité sur place que de cette COP sorte une feuille de route pour une transition vers la fin de l'utilisation de combustibles fossiles. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.